Mais donc effectivement, merci Madame la Présidente. Donc Monsieur le Ministre, les travailleurs de 3B Fiberglass nous ont interpellés parce qu'ils sont inquiets pour le moment quant à l'avenir de leur usine et évidemment leur emploi. Le 11 octobre dernier, la délégation de la CSC de l'usine a envoyé un dossier très argumenté à destination du comité interfédéral de filtrage pour faire part des craintes qu'ils avaient quant aux évolutions récentes sur les prises de contrôle du site de Batis. Ils ont également d'ailleurs contacté plusieurs partis politiques, dont le nôtre. Donc tout d'abord, je vais évidemment manifester mon respect aux travailleurs de Fiberglass et à leur mobilisation et au travail concret qu'ils ont fait, qui montre effectivement qu'ils ne comptent pas se laisser faire dans ce cadre-là. Mais j'ai quelques questions parce que dans leur dossier, on apprenait, il y a beaucoup d'informations, on apprenait par exemple que le 31 mars 2022, la société indienne Arctic Surfing Chemicals a pris en fait le contrôle du site de Batis en indiquant directement son ambition de créer une usine comparable à Goa d'une production de 120 000 tonnes an là-bas et en lançant aussi un plan de licenciement collectif dans le service de recherche et de développement du site de Batis concernant quand même 9 travailleurs. On peut s'interroger aussi sur les perspectives déjà de ce service de recherche et développement. Alors le cadre réglementaire, il est tel que le comité interfédéral de filtrage, il peut exiger aux investisseurs étrangers des garanties dans le cadre de secteurs stratégiques. Et donc je voudrais quand même rappeler que le site de Batis, c'est une production de 100 000 à 115 000 tonnes an de fibres de verre, un matériel qui est utilisé par exemple dans les pales d'éoliennes, dans des cuves, des pipelines pour transverser de l'énergie, mais aussi dans le médical, dans la défense. Donc il me semble qu'on est effectivement face à quelque chose qu'on pourrait qualifier de tout à fait stratégique. Et donc dans le dossier, il est écrit que le licenciement et le non-remplacement d'un nombre important de travailleurs du Centre de recherche et développement de Batis, ainsi que son projet de construire une usine similaire à celle de Batis à Goa, fait peser le risque de disparition en Belgique d'un outil de production industrielle dans les domaines précités. Et donc ma question, Monsieur le Ministre, comment allez-vous protéger cet outil de production ainsi que les emplois concernés ? Merci, Monsieur le député, Monsieur le ministre. Voilà, Monsieur le député, tout d'abord le comité de filtrage interfédéral que vous évoquez dans votre question a été créé par l'accord de coopération du 30 novembre 2022 et il vise à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers. Et cette structure, ce comité est une entité représentative qui réunit toutes les entités du pays, toutes les entités fédérées comme le niveau fédéral. Donc depuis le 1er juillet 2023, les investisseurs non européens doivent notifier au comité interfédéral de filtrage leur projet d'investissement dans une entreprise belge active dans un secteur hautement sensible ou susceptible d'affecter la sécurité, l'ordre public ou les intérêts stratégiques des régions, du pays bien sûr, des régions et des communautés. Concernant 3B, le groupe est actuellement composé de 3 usines. D'une part, Batis, avec une capacité de production de 115 000 tonnes. Deuxièmement, Birkenland, en Norvège, avec une capacité de production de 55 000 tonnes. Et troisièmement, Goa, en Inde, que vous avez mentionné, avec une capacité de production de 20 000 tonnes. Le groupe 3B a été repris début 2022 par le groupe indien Arctec, un autre groupe indien, le groupe Ultratech. Ce dernier faisait partie lui-même d'un conglomérat et, semble-t-il, ne considérait pas 3B comme faisant partie de son core business, faisant partie donc du cœur de sa stratégie. L'avenir de 3B était alors, à ce moment, clairement menacé, ou clairement, hélas, déjà menacé. L'arrivée d'Arctec a donc été vue
à ce moment comme une amélioration, comme une forme d'éclaircie dans les perspectives par rapport à une situation actionnariale qui était cependant à ce moment particulièrement difficile ou déjà particulièrement difficile. Il faut savoir que le groupe 3B était déficitaire en 2021 et a connu une année record, par contre, en 2022, profitant des éléments suivants pour atteindre un EBITDA de 75 millions d'euros en 22. Donc. Quels sont ces éléments? Donc, une demande importante pour les produits de 3B, participant essentiellement à la production des éoliennes et intervenant comme composants importants dans les voitures, notamment électriques. 2, un recentrage de la part d'importants clients européens souhaitant ne plus trop dépendre de fournisseurs chinois à la suite des problèmes de supply chain consécutifs à la crise du Covid. Et 3, une hausse des prix de vente justifiée par les éléments que je viens de citer, mais également par la nette augmentation des coûts énergétiques. En 2023, alors, le groupe 3B ne profite plus de la même manière de ces différents éléments que je viens de citer, mais devrait néanmoins terminer son année avec un EBITDA de l'ordre de 45 millions d'euros. Par contre, l'exercice 2024 s'annonce, semble-t-il, beaucoup plus compliqué, à la suite de la nette diminution des prix de vente et à l'absence de couverture sur les prix de l'énergie. Les capacités de production hors Europe du groupe sont actuellement très limitées, alors que le marché asiatique est par ailleurs très demandeur en produits à base de fibres de verre. Le groupe a donc pris la décision d'entamer la construction, comme vous l'avez relevé, d'une usine à Goa de taille équivalente à l'usine de Bâtisse. Les dirigeants nous assurent que ce projet d'investissement vise à faire croître le groupe et pas, et non, nous indique-t-il, à déplacer la production de Bâtisse vers l'Inde. Le groupe a par ailleurs toujours d'importants projets de modernisation de ses fours en Belgique et en Norvège. Des licenciements ont effectivement et malheureusement eu lieu au niveau des employés, singulièrement dans le secteur administratif et recherche et développement, dans le cadre, comme vous l'avez relevé, de la centralisation de certaines fonctions en Inde. Des contacts ont eu lieu avec l'entreprise, notamment via Wallonie Entreprendre. Et les actionnaires indiens nous indiquent qu'ils ne remettent nullement en cause leur volonté de rester en Belgique et de continuer à y investir. Ils s'inscrivent dans une politique de groupe et par ailleurs dans une approche de regroupement de certaines des fonctions de support en Inde. Il est évident que nous devons rester extrêmement attentifs quant à l'évolution de ce groupe, quant à l'évolution de l'usine de Bâtisse et de son cadre de personnel, et par ailleurs très attentifs à l'ensemble des éléments qui interviennent dans le cadre des analyses du groupe. Je dis souvent, et je le redis une fois encore, que le prix de l'électricité est un élément majeur dans notre région et que celles et ceux qui l'oublient vraiment font courir un risque à notre tissu industriel. C'est en cela, c'est notamment pour cette raison que, comme vous le savez, je plaide en matière énergétique pour qu'on intègre pleinement la dimension prix de notre énergie pour nos concitoyens comme pour les entrepreneurs ou les industries dans le cadre de notre stratégie énergétique. Désolé pour les quelques minutes, mais la situation des travailleurs de Fiberglass le justifie parfaitement, me semble-t-il. Complètement d'accord avec vous, mais j'ai envie de dire tous les sujets sont d'une importance cruciale. Monsieur Skonbroek, pardon, pour une réplique. Merci. C'est vrai que c'est un dossier important et interpellant parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation et je pense que la première étape de la réindustrialisation, c'est de ne pas laisser la désindustrialisation se faire. Et donc là-dessus, il y a un point qui est important parce que est-ce qu'on parle d'une entreprise d'avenir? Complètement. On le voit, c'est une entreprise qui est impliquée dans tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la transition énergétique. Alors évidemment, la concurrence est particulièrement rude, c'est clair, mais
voilà, moi j'entends qu'effectivement, apparemment, des contacts ont été pris, puisque vous pouvez parler des intentions du groupe. J'entends beaucoup de déclarations dans ce que vous dites. Voilà, on déclare que leur objectif pour le moment n'est pas de délocaliser, mais quelles sont les garanties? Moi, c'est ça qui m'interpelle un peu, parce que la région a sinon des participations, du moins a eu des aides, a fait des prêts au niveau de l'entreprise. Il me paraît quand même assez logique qu'on puisse aussi non seulement s'informer, mais agir pour demander des garanties auprès du groupe. C'est sur ce point que je vous attendais et que je vous réinterrogerai certainement. Merci, monsieur le député.